Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous. Merci Cécile de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir vous parler de Grimm & Co et de vous parler aussi de mon métier de réalisatrice et d'éditrice sonore. Je vous présente Phosphore et les Contes des Sages. C'est le nom que mes parents m'ont donné. J'ai essayé de mettre un peu de son. Qui a reçu ici le prix du public. Tu peux mettre pause s'il te plaît? Merci. Qui a reçu ici à Strasbourg le prix du public dans la catégorie audio jeunesse. Et c'est une superbe reconnaissance pour notre travail, merci beaucoup. Une reconnaissance pour notre travail et ça m'encourage dans ce que je fais, dans ma conviction que l'oralité a un rôle à jouer dans notre époque, où nous sommes saturés d'images, où le visuel est partout, tout le temps. Je crois que l'oralité apporte un autre plaisir, plus intime, moins passif, peut-être plus pérenne. Et en fait, je crois qu'avec les histoires sonores, nous créons des rendez-vous. C'est comme ça que je vois les choses. Organiser des rencontres entre des textes et des audiences. J'en ai fait un modèle d'activité, une maison d'édition sonore, où tout part de l'audio, à l'inverse des maisons d'édition traditionnelles où on part de l'écrit et du papier, nous on part de l'audio. J'y reviendrai. Et je suis convaincue que l'audio ne cannibalise pas le livre. C'est un médium complémentaire qui trouve et touche d'autres publics et qui peut constituer, selon moi, une porte d'entrée vers la littérature, vers les livres. Ça a été mon cas quand j'étais petite. J'ai découvert les disques vinyles qui ont totalement dynamité mon imagination au point de rester des heures à écouter les histoires. Je vous ai mis mon top 4 derrière. L'île mystérieuse de Jules Verne, que j'adorais, lu par Pierre Lux. Émile Joly, Pierre et Leloup évidemment, Rox et Rookie aussi. Et je suis devenue une grande lectrice, peut-être grâce à eux aussi. J'ai travaillé 15 ans dans l'édition et puis je suis musicienne aussi. Et j'ai jamais oublié le plaisir que les livres-disques me procuraient, les histoires sonores. Et je peux affirmer aujourd'hui que je ressens la littérature peut-être plus comme une musique au départ, comme une composition. Pour moi, lire, donc, c'est pas seulement ouvrir un livre, c'est aussi écouter quelqu'un qui vous raconte une histoire. Et pour embarquer l'auditeur d'aujourd'hui, le surprendre, le toucher, le capter, il faut faire du bon son, ça va de soi, et veiller aussi au rythme, aux durées, à l'univers sonore qui accompagne la lecture, l'univers sonore qui doit être un personnage de l'histoire, un protagoniste à part entière. Quand j'ai créé ma maison, je me suis donné comme projet de veiller à ça pour que la transmission puisse se faire. J'ai misé sur l'originalité, c'est-à-dire partir d'histoires originales et non pas de livres qui ont fait leur preuve en librairie. Donc l'originalité des concepts, des histoires et des mises en son. Je me suis d'abord intéressée aux œuvres que j'ai aimées, qui m'ont forgée, dans lesquelles on trouve des clés de compréhension du monde, de la vie, les classiques de la littérature. On a cherché comment faire pour que le sonore leur insuffle une autre forme de vie. Je suis un homme malheureux. Ça a donné une collection je suis lâche. qui s'appelle les remixes littéraires et qui nous ont propulsés en avant. Notre Madame Bovary, que vous venez d'entendre, racontée par le regard de Charles Bovary, interprétée et mise en musique par le chanteur-rappeur Féfé, a eu beaucoup de succès. Je veux bien que tu mettes une petite pause parce que je suis émue de parler devant vous et donc je suis en retard. Pour ce projet, on a été diffusé et distribué par Sony Music, qui nous a mis dans le catalogue général des plateformes de streaming musical, donc pas dans l'onglet podcast, mais dans le catalogue général, au milieu de Booba et de Mylène Farmer. Et on a quand même totalisé plus d'1 million d'écoutes, des chiffres hallucinants, mais qui ne sont pas proportionnels aux revenus des producteurs et des artistes. Car l'audio parlé est bel et bien encore un marché émergent, je crois qu'on peut dire ça, même si les usages, tu peux remettre, même si les usages, les audiolecteurs sont de plus en plus nombreux, le podcast nous a beaucoup aidés, même si le livre audio existe depuis longtemps. Depuis 6-7 ans, tous les acteurs du marché s'activent,
imagine des stratégies de développement, des choix d'offres, essaye des processus, des formules pour qu'à la fois l'usage se répande, les contenus trouvent leur public et que cette activité devienne davantage profitable. De mon côté, depuis 5 ans maintenant, j'ai pu tester différents types de contenus. J'ai fait mon petit labo aussi pour différentes cibles, différents modèles de production, coproduction, production exécutive, des audiobooks classiques, des originaux, diffusés sur des plateformes de streaming musical ou des plateformes de livres audio, du payant, du gratuit. Et finalement, aujourd'hui, on est arrivé à créer un modèle qui nous est assez propre. On part d'une histoire originale, écrite pour être entendue donc, et pas lue. On part de l'audio. Et la plupart de nos productions donnent lieu à des adaptations, finalement, papier, qui paraissent en simultané. C'est ce qu'on a reproduit le plus. Là, ça n'illustre pas ce que je vais vous dire maintenant. J'ai pris 3 exemples de ce dont je viens de vous parler. Une collection pour enfants qui s'appelle Lizzie Grimm, qui a été coproduite avec Lizzie et Pocket Jeunesse. Donc les deux se sont associés pour produire cette série, version audio, version papier. L'abécédaire de Toby Nathan, coproduit avec Écoutez Lire Gallimard et édité simultanément chez Folio Essai, en version papier donc. Et puis Phosphore et les Contes des Sages, coproduit avec le Seuil Jeunesse, une version audio et une version papier. Phosphore et les Contes des Sages, le livre bimédia. On peut écouter l'histoire, on peut lire le livre en écoutant l'histoire, ou on peut lire le livre, on a le choix. L'audio-lecteur a le choix. L'oralité, donc, comme outil de transmission, ça fait des millénaires que c'est comme ça. C'est une tradition humaine. Au gré des époques, les formes d'oralité évoluent, évidemment, mais l'objectif reste le même, transmettre. Cela fait plusieurs mois que je travaille sur un nouveau projet de développement autour de la mémoire et de la transmission. Ma matière, c'est l'histoire et la voix. Mon but, de réaliser des histoires vivantes à partir de récits et de témoignages, ce qu'on appelle le patrimoine oral. J'ai appelé ça les audiomémoires, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je conclurai avec ce proverbe africain que j'affectionne et qui me guide. La mission confiée à chaque génération est de faire fructifier l'héritage qu'on lui a laissé. Merci beaucoup. Donc cette présentation, ce Grisha Chouka, vous présenter Blind en quelques minutes. Première question, donc Blind, qu'est-ce que c'est? Et donc Blind, nous sommes éditeurs et producteurs de contenu audio de divertissement sous la forme de plusieurs types de formats, donc de la série audio, ce qui était notre première chose qu'on a essayé de développer. La série audio, donc c'est des contenus audio immersifs, fictionnels, où chaque personnage est joué par un comédien différent. Donc parfois on peut avoir des séries avec 30, 40 comédiens. Il y a toute une mise en scène sonore, il y a de la musique, il y a du mixage, donc il y a un programme audio relativement chaîne. On fait aussi donc du livre audio, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, et du podcast dans sa forme plus classique. Donc l'histoire de notre projet. Donc moi je suis né dans un studio d'enregistrement, je crois, certains disent que j'y étais conçu. Studio d'enregistrement qui s'appelle le Studio Anatole, basé à Lyon, créé il y a 40 ans. Dans ce studio, on y fait tout type de choses, du doublage de films, de séries, de jeux vidéo, on fait du montage son, de la création sonore pour de l'animation. Et on a été témoins d'assez près de la croissance des formats qui nous intéressent tous aujourd'hui. Et on a décidé de monter Blind, donc une société, pour produire un truc assez spécifique au début, qui nous ressemble et qui met tous nos savoir-faire un petit peu au service de ce projet, qui était d'adapter des bandes dessinées en audio. Donc on est allé voir un certain nombre d'éditeurs, à peu près tous ceux existants, et on a commencé à se poser la question de est-ce que c'est faisable, comment on fait pour adapter une bande dessinée en audio, combien ça coûte, est-ce qu'il y a un modèle potentiel qui pourrait un jour rendre ça rentable. Donc moi j'ai pas trouvé, si quelqu'un ici a une petite solution, je suis preneur. Et derrière, on a continué de développer donc d'autres types de modèles, le livre audio, le podcast. Aujourd'hui, notre mission au début c'était de produire nous-mêmes des contenus pour notre propre compte, et maintenant on est aussi producteur exécutif de contenu audio pour des éditeurs papier, des producteurs de contenu audio, des éditeurs audio.
et on s'amuse. Donc aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de séries, ça fait à peu près 150 albums de bande dessinée adaptés en audio. On a aussi des créations originales, on a donc 200 heures de contenu, ce qui peut paraître assez peu quand on vient du livre audio, mais quand on vient de la série audio, chaque minute compte, car pour, à titre d'information, une minute de fiction sonore un petit peu immersive coûte entre 250 et 300 euros la minute, versus dans le livre audio, vous avez peut-être plus de références, mais entre 500 euros de l'heure finie ou 1000 euros de l'heure finie. Donc c'est un peu plus cher, c'est un catalogue qu'on a aujourd'hui un peu de mal à exploiter. On a essayé d'ailleurs, on attaque juste d'ailleurs de les diffuser. D'ailleurs c'est peut-être la prochaine slide, Romain, je crois. Donc voilà, on essaie aujourd'hui de les diffuser sur différents formats. On a créé une application. Quand on a lancé tout ça, c'était très naïf, mais je pense que c'est bien d'être naïf, ça permet quand même de se lancer. Cette application aujourd'hui compte, je crois, 20 000 comptes, 1500 personnes qui payent, avec un abonnement à 4 euros. Ça paye donc l'électricité, le café, le papier fesse. Mais ça ne permet pas de rentabiliser finalement les contenus, la production de ces contenus et les équipes qui vont derrière. Ça permet d'avoir une certaine visibilité. Mais c'est vrai que c'est un challenge assez important. Et donc aujourd'hui, on diffuse en primeur nos contenus sur cette application. Et ensuite, on essaie de trouver un modèle via les autres plateformes. Audible en est une. Audible, les formats assez courts et assez immersifs, elle trouve difficilement sa place sur cette plateforme, car l'utilisateur aime utiliser son crédit pour des contenus plus longs. Cela dit, ça peut fonctionner, et on essaie aussi de diffuser sur les plateformes de streaming musical, côté artiste, côté musique. Et ça, on y croit quand même pas mal. Voilà, une capacité de production, alors pareil, ça évite les chiffres, c'est pas très intéressant, mais comme vous disiez, Blind, c'est une spin-off de Studio Anatole, qui est un studio étendu sur 1500 m², on a une quinzaine de studios d'enregistrement, et ça, on n'y fait pas que de la série audio, pas que du livre audio, on fait toujours du doublage. Mais ça traduit une certaine capacité à fabriquer, il faut aussi une équipe évidemment, c'est le principal quand on fait ce qu'on est en train de faire. Voilà. On a su, je pense, développer une certaine capacité aujourd'hui de production, une certaine expertise dans le fait d'adapter des contenus qui ne sont pas faits pour l'audio en audio, donc la bande dessinée en est un exemple. Mais on a travaillé aussi avec des producteurs audiovisuels à l'adaptation de bandes-son de leurs dessins animés ou d'autres types de contenus comme celui-ci. Donc évidemment de l'écriture, évidemment l'interprétation, le choix toujours des comédiens, le choix des directeurs artistiques et la capacité évidemment à faire du bruitage, du montage son. Et du mixage et de la musique, et tout ça bien sûr avec une équipe qui soudée, endurante, et qui aime travailler ensemble parce que c'est ça le plus important. On s'est mis à faire du livre audio il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 1 an. On pensait se balader parce qu'on pensait faire quelque chose de difficile avec la série audio, plein de comédiens, tout ça, mais en fait pas du tout, c'est un autre sport, c'est une autre expertise complètement. Et ça demande bien sûr une énorme endurance de la part des équipes, donc que ce soit les comédiens, que ce soit les techniciens, les monteurs. Et on y prend beaucoup de plaisir. On essaie d'y mettre un petit peu notre expertise blind, c'est-à-dire notre capacité à mettre en son, bien sûr, et toujours essayer de respecter un certain standard de qualité. Ça va avec ce qu'on disait avant avec l'IA, je pense qu'aujourd'hui, avant de remplacer des hommes et des femmes qui bossent sur un projet en étant assez passionnés, ça va prendre du temps. On essaie de mettre ça à fond là-dedans. Voilà, une équipe, alors on est une douzaine, bon, c'est pas très intéressant. Si, alors il y a Charles qui vient chez Nectory, il y a aussi Eleonore qui nous a retrouvés, et tout à l'heure Jim donc de chez Nectory m'a dit tu vas tous me les piquer, et donc non. Mais donc voilà, des gens qui bossent dans le son, dans le livre audio, dans l'édition depuis longtemps, et voilà, c'est important. Pour conclure, voilà, on est dans un marché qui est, je pense, délicat. Le podcast, on a un peu la croissance entre le podcast et le livre audio dans notre modèle. Et personne n'a encore aujourd'hui trouvé le modèle qui rend rentable. Les plus grosses boîtes dans le podcast aujourd'hui sont encore déficitaires et vont rester encore un moment. Donc je pense que nos gros travaux aujourd'hui, en plus de se poser la question de la qualité de nos programmes et tout ça, c'est comment tendre vers un modèle rentable. Et voilà, toutes ces questions. Bah super. On est bon. Enfant, nous avons tous rêvé d'être le héros d'une histoire, d'un livre, d'un film, d'un dessin animé. Et on ne le dit plus en public, mais c'est encore le cas. Quand on se balade en ville, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose
d'aventure extraordinaire qui nous fasse découvrir le lieu autrement, une histoire qu'on a envie de raconter. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec nos fictions sonores à ciel ouvert. Donc je suis Gaëtan Gomère, je suis le directeur des Ensembles de Point 2, un studio de création sonore strasbourgeois, à l'origine des fictions sonores à ciel ouvert et de l'application dédiée Go. Alors comment ça marche? C'est très simple. Avec l'application, en 2 clics, vous lancez votre parcours sonore et il y a une carte avec des zones jaunes. Quand vous entrez physiquement dans la zone jaune, ça déclenche un fragment de texte lu par un comédien professionnel, enfin joué par un comédien professionnel. Entre les fragments, vous avez de la musique, tout ça est bien sûr bruité, mise en son, montée, et à la manière d'une fiction radiophonique, mais géolocalisée. Les textes sont écrits à partir des caractéristiques du lieu, géographiques, historiques, et de toutes les petites histoires qu'il constitue, puisqu'on fait une grosse collecte auprès des habitants, systématiquement. Dernier projet, c'était 185 habitants qui ont participé. Les textes sont confiés à des auteurs de premier plan. À Marseille, en ce moment, on travaille avec Valérie Manteau, qui est prix Renaudot. On a travaillé avec Sébastien Dissner, qui a eu le New York Radio Award, ou Claudine Bouy, qui est prix Mallarmé en 2019. Ou alors des auteurs contemporains à la notoriété moins affirmée, mais avec une plume acérée et un propos tout autant. Pour le son, ça marche de la même manière. On part du terrain, on fait du field recording, donc on enregistre sur le terrain, quel que soit ce terrain, et on transforme ces sons en musique. Voilà, ce sera la musique du projet qui vient du lieu. On a produit une 30aine de projets à ce jour, comme par exemple ici au Port du Rhin, où on part de l'incendie d'OVH, dont vous avez peut-être subi les conséquences, et on suit l'histoire de tous les incendies qui ont émaillé le Port du Rhin au cours de l'histoire, et il y en a eu un paquet. On découvre comment Marie-Antoinette devient symboliquement française au Port du Rhin, pourquoi ce char pointe vers une école primaire, et qu'à sa grande époque, ce restaurant était livré directement par un pipeline de vin qui venait de la COP pour satisfaire les clients, donc un pipeline de vin, vous imaginez un peu. Ici, on est à Thiel. À Thiel, on fait un parcours historique très fort. On part des mines du Tiercelet, on va jusqu'au camp de concentration de Thiel, c'est-à-dire le chemin que faisaient les prisonniers qui étaient aux travaux forcés pour fabriquer des missiles V1. Et on découvre l'histoire hallucinante de 37 femmes russes et biélorusses qui se sont échappées et qui ont voulu rejoindre la résistance et qui seront condamnées par le régime stalinien quand elles seront de retour chez elles. À Belleval, qui est une technopole du sud de Luxembourg, on est dans un délire tout à fait différent, on est dans de l'anticipation et un futur plus ou moins lointain. Une entreprise de la tech propose de transformer les datas générées toute la journée en une énergie verte illimitée, ce qui nous permet dans cette technopole de réfléchir à notre rapport aux technologies et à l'idéologie qui va avec. À Reims, la ville du sacre du pouvoir masculin par excellence, on est en train de travailler sur toutes les histoires des femmes effacées de l'histoire de cette ville, et donc on en découvrira sous ce prisme-là. À Belfort, autour de l'étang des Forges, on est vraiment en train de le produire, celui-là, donc je ne sais pas encore si ce sera une traduction ou si ce sera une mutation génétique, puisqu'on sera dans la science-fiction, on entendra le langage des autres vivants, donc des plantes, des animaux, leurs interactions, la poésie qui s'en dégage, et ça nous permettra de réfléchir à la notion de partage de territoire. Donc, comme vous l'avez compris, on essaie de faire des projets artistiques de la meilleure qualité possible, innovants dans leur rapport au territoire, mais surtout uniques in situ et pour un lieu en particulier. C'est une manière originale de découvrir les lieux, bien sûr, et les œuvres, et c'est particulièrement immersif puisqu'on est immergé dans le lieu, immergé dans le son, et que nos choix vont influer sur l'expérience qu'on va vivre. Donc ça, c'est aussi particulier. C'est des projets démocratiques puisqu'ils sont faits avec les habitants, avec les acteurs du territoire, et surtout on amène donc l'art là où les habitants vivent, travaillent, visitent. C'est des projets pérennes, et ça c'est très important pour nos partenaires et pour les lieux qui accueillent les projets parce qu'ils peuvent monter une politique de médiation, de relations publiques sur le long terme. C'est des projets qui ont déjà été repérés, on est services numériques innovants du ministère de la Culture ou Prix M2A, ou lauréat encore de Tango-Scan par exemple. Et on a déjà travaillé avec un nombre considérable de collectivités, villes, festivals prestigieux comme Chronique à Marseille ou Musica à Strasbourg, des lieux de diffusion ou des lieux
de patrimoine, comme le Fort Saint-Nicolas qui est juste au-dessus du Vieux-Port à Marseille et qui ouvrira ses portes pour la première fois au public en devenant la citadelle de Marseille en 2024. Et ils vous accueilleront avec une fiction sonore, des ensembles de points nœuds, donc on est très content de ça. Aujourd'hui, on est dans une phase de développement européen, on est à notre deuxième projet européen, on va attaquer le troisième, qui nous permettra bien sûr de continuer à nous développer et à proposer des fictions sonores à ciel ouvert partout où on en voudra, mais aussi de fédérer un réseau d'acteurs qui pourra utiliser nos outils, nos méthodes, nos ressources pour monter leur propre fiction sonore à ciel ouvert sur leur territoire, ou même tout simplement des ateliers pédagogiques ou plein d'autres activités à définir. Comme ce projet est très ambitieux, on va avoir besoin de plein de partenaires, donc si vous vous en sentez l'âme, on est joignable. Merci. Bonjour, je suis Nicolas, je travaille pour les éditions Les 400 coups, je suis en charge des adaptations de nos albums en différents formats accessibles et également responsable des salons et des foires du livre pour la maison d'édition et également membre du comité innovation pour l'association des éditeurs du livre et de Québec Édition qui est le volet exportation pour la maison d'édition. Voici notre site internet, on est une maison d'édition québécoise qui existe depuis 1995, on est distribué en Europe francophone avec Interforum et on a un catalogue de plus de 400 titres. Voici une photo de notre équipe. Annuellement, on fait ce qu'on appelle un lac à l'épaule, donc une sortie d'équipe dans notre cabane au Canada pour parler de nos projets futurs, faire un bilan de l'année, puis voir qu'est-ce qui s'en vient sur le futur. Après ça, vous allez pouvoir voir une autre photo, ce ne sera pas long. Donc voici les différents secteurs. On a Simon qui est notre directeur, on a Geneviève et Sylvain au niveau des communications, Massa qui est notre chargée au niveau de la finance, qui elle n'est pas à Montréal mais à Vancouver, moi et Alexandre au niveau de la commercialisation et l'équipe éditoriale avec May, Renaud et Réa, qui eux s'occupent vraiment du choix éditorial, entre autres. Au niveau de la production, on publie entre 25 et 30 livres annuellement. On vise vraiment un public jeune, donc de 0 à 12-14 ans, uniquement de l'album illustré. On a différentes collections, que ce soit des documentaires, des histoires, mais également une collection qui s'appelle Carré Blanc, dont on va aborder des sujets plus délicats. Ça va trop vite, merci. Et donc, Carré Blanc, en fait, c'est une collection qui est importante pour nous parce que ça nous permet de traiter des sujets, comme je dis, délicats. Prune en a mentionné hier brièvement, comme la violence conjugale, le deuil périnatal. On parle également de l'intimidation, puis c'est vraiment des livres qui sont utilisés dans les écoles pour amener le sujet aux enfants et puis créer des interactions. Donc c'est une collection qui fonctionne relativement bien. Sinon, au niveau de l'accessibilité, ça fait 3 ans qu'on travaille à adapter nos livres sur différents formats pour rejoindre les différents publics qui ont différents handicaps perceptuels, visuels, etc. Donc, les différents formats qu'on a, c'est PDF forcément, EPUB, audio, puis également des vidéos en LSQ, qui est la langue signée québécoise. Au niveau des EPUB, on suit de très près la réglementation 2025 pour l'Europe. C'est important pour nous de rendre le livre le plus accessible possible, compte tenu également que les albums sont assez rigides, parce qu'il y a des images également, donc on tient compte de ça, puis on crée également des textes alternatifs pour remplacer les images, pour les lecteurs en braille notamment, puis la lecture en synthèse vocale. Au niveau des vidéos en LSQ, on a été approché par l'école Gadebois, volet sourd, pour adapter plusieurs de nos albums en vidéo LSQ. On parle d'une quarantaine d'albums qui ont été traduits en langage des signes. Et ce qui a été important pour nous, c'est vraiment de travailler avec la communauté sourde. Donc toutes les personnes intervenant dans ce projet sont des personnes dont la langue première et la langue des signes. Et le choix des titres a été fait en partenariat avec l'école pour s'assurer que les œuvres soient utilisées par les élèves. Puis ce qui est important, c'est que ces œuvres-là sont accessibles à tout le monde gratuitement. Donc on les diffuse dans les écoles, mais également dans les salons du livre, quand il y a des gens qui sont intéressés à les avoir. Au niveau des livres audio, on a commencé à travailler avec Vue et Voix, qui était producteur et distributeur. Et dernièrement, on s'est tourné avec le studio Bulldog, qui fait la production, et on a gardé le volet distribution-diffusion pour vraiment avoir une maîtrise sur les différentes plateformes avec lesquelles on souhaite travailler. Actuellement, on a une quarantaine d'albums qui ont été produits en audio. Et ils... Tu peux y aller.
Et il se met à aboyer de toutes ses forces pour impressionner les deux moutons. On le voit debout, les poings serrés, la gueule grande ouverte, aboyant de toutes ses forces. Il va y avoir comme encore 2 autres extraits, là, histoire de vous montrer un peu la production. Leçon numéro 4. Un Maurice a besoin d'amis. Il aime retrouver les voisins pour jouer, jouer et jouer. La cage est prise d'assaut par toute une bande de pirates débordant d'énergie. Attaquez pour les malheurs! Défonce-toi, rat de calme! En garde, canaille! Au niveau de la production, je vais vous expliquer un peu le concept, comment on fonctionne. Pour nous, c'est important d'être présent dans toutes les étapes, donc du choix du titre, parce qu'on considère qu'il n'y a pas tous les titres qui peuvent être adaptés à l'audio. Par la suite, le choix des voix, on en a parlé hier, les accents, mais au-delà de ça, c'est également s'assurer que si le personnage est un garçon, c'est un garçon qui va lire, si c'est un adulte ou un enfant également, donc on fait vraiment très attention. Et puis par rapport à l'origine du personnage aussi, on essaye que la voix va être issue de la même origine ou de la même ethnie. On fait un gros travail de pré-production, on peut mettre juste sur pause, s'il te plaît. Pré-production, donc notamment s'assurer d'avoir... Non, tu peux mettre la prochaine. Merci. Donc, le travail de pré-production, s'assurer vraiment de choisir où on va mettre des éléments sonores et de la musique dans le texte. Et ce travail-là, en fait, va être également validé par l'auteur pour s'assurer qu'on respecte le plus possible son travail, parce qu'on est conscient aussi du droit moral de l'auteur par rapport à sa création. Donc, on veut vraiment être très proche de sa conception, même si on est conscient que la version audio est une version complètement différente de la version papier. On revient juste en arrière d'un coup. Merci. On a été amené des fois à ajouter du texte. Pourquoi du texte? Parce que des fois, il y a des images qui n'ont pas de texte et qui est important de faire paraître dans l'audio et que le son ne peut pas remplacer. Donc à ce moment-là, on s'assoit vraiment avec l'auteur pour décider quel est le texte qu'on peut rajouter dans la version audio pour vraiment que l'audio lecteur ait la même description, en tout cas le même vécu et le même rapport au livre, finalement, que celui qui a la version papier. On part toujours du principe que l'audio-lecteur n'a pas forcément accès à la version papier du livre, donc il faut qu'il soit capable d'apprécier l'étendue de l'album, finalement, juste avec les oreilles. Au niveau de la musique originale, également, on travaille avec notre directeur artistique, Renaud, que vous avez vu plus tôt, qui va fournir des pistes, des suggestions, en fait, de références au studio qui lui va pouvoir faire la production. Et par la suite, on fait le format DAISY. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format qui est utilisé notamment par les lecteurs braille et les personnes qui vivent différents handicaps. Donc c'est une version qui est complètement différente de la version audio qu'un lecteur lambda va utiliser ou va écouter en fait. Après ça, c'est les différents canaux de distribution qu'on va utiliser. On a notamment l'entrepôt de marque, entrepôt numérique, qui est en fait notre entrepôt à Montréal, qui va gérer tout ce qui est numérique. On télécharge tout ce qui est fichier EPUB, audio, PDF, et qui va être distribué par la suite dans les différentes librairies en ligne, les bibliothèques, etc. Et on travaille aussi également avec Storyteller, Nextory et YouScribe pour le streaming. Donc ça nous permet d'utiliser différents canaux de distribution. Après ça, on a un partenariat avec Bookidoo, dans lequel on a deux ententes avec eux, aussi bien de l'utilisation de livres qui ont déjà été produits, qu'une session de licence où c'est eux qui vont produire à l'interne. Donc là encore, on démultiplie les canaux de distribution. On est actuellement vraiment en phase de test, comme beaucoup d'acteurs, de savoir quel est le canal qui va être le plus pertinent, et on teste différents modèles aussi de rémunération. On travaille également avec NARA au Québec, que vous avez entendu Sandra hier qui vous en a parlé. Ce qui nous a interpellé beaucoup avec NARA, qu'on a vraiment trouvé intéressante, c'est qu'au moment de la conception de NARA s'est vraiment assis avec les acteurs du milieu pour définir le mode de rémunération qui serait le plus pertinent pour l'ensemble des différents partenaires. Et également, ils ont une approche pédagogique en travaillant avec des orthophonistes pour vraiment utiliser l'audio
comme outil d'apprentissage et d'aide pour les enfants qui ont différentes problématiques. Donc ce côté-là pédagogique, on le trouve intéressant pour justement mettre de l'avant l'audio. Et pour finir, on a travaillé également avec la puce à l'oreille pour 2 projets. D'un côté, utiliser le livre audio pour, en fait, le papier pour élargir la thématique du livre sur différents sujets. Prune en a légèrement parlé hier par rapport à la violence conjugale, mais également le dernier, tout à fait à droite, Elliot, pour parler des différents modèles familiaux. Il y a également sur le vélo comme outil d'émancipation pour la femme. Et également avec Prune, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un balado en 3 épisodes sur les différents formats d'accessibilité au niveau, au-delà du papier, les différents formats accessibles pour les différents lecteurs. J'y suis arrivé. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Kathleen Rava et je suis chargée de développement commercial chez Bookinou. Donc Bookinou, on est une petite start-up basée à Lyon, d'une 15aine de personnes. Et en fait, ce qu'on produit, c'est une conteuse de livres qui favorise les livres, les supports des livres et moins d'écran. Donc notre histoire, elle est très simple. C'est 2 cofondateurs, donc Vincent Günther et Guillaume Champlouve, qui ont créé Bookinou en 2018. Et en fait, c'est la femme de Guillaume, qui est orthophoniste, qui avait besoin en fait d'un compagnon de lecture pour aider en fait les enfants ayant des difficultés donc, sur l'apprentissage de la lecture. Et c'est de là qu'est née notre conteuse de livres Bookinou. Il y a un constat très simple sur lequel on s'est basé, enfin ils se sont basés, c'est que 40% des enfants maîtrisent mal la lecture aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de tout ça. Déjà, les enfants ont une grande difficulté, surtout les enfants ayant des troubles 10, ont énormément de difficultés sur l'apprentissage de la lecture. On a tous les enfants aussi qui ne prennent pas de plaisir à lire. Et enfin, toutes les inégalités qu'il y a langagières. Donc, on a un fort public allophone qui sont présents au sein des écoles. On a aussi d'autres informations clés. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'une lecture régulière, qu'elle soit accompagnée ou qu'elle soit faite par l'enfant, permet d'enrichir le vocabulaire, la verbalisation, la mémorisation et tout ce qui est compréhension orale. Et c'est sur ça qu'on s'est basé pour développer Bookinou et surtout valoriser du coup le livre et l'accompagnement via l'audio. Donc vous avez pu comprendre, notre objectif principal c'est vraiment de donner goût à la lecture, mais surtout de rendre accessible le livre à tous les enfants, quel que soit le niveau social, économique. Le but étant que les enfants aient accès au livre et qu'ils soient accompagnés avec un audio, aussi bien en classe qu'à la maison. Donc on a différents équipements. Donc, tout d'abord, on a le Bookinou, donc, du coup, qui est vraiment l'outil utilisé par l'enfant. Ensuite, on a une application qui est entièrement gratuite, sur laquelle vous allez retrouver différents contenus. Donc en fait, il y a soit la partie où vous allez créer vous-même vos contenus, donc les parents, les enseignants, soit une partie où vous allez retrouver une Bookitech, où on a beaucoup d'audios qui sont en partenariat avec des éditeurs. On a aussi des activités pédagogiques, donc on travaille avec Sabine Piel, qui est une ancienne conseillère pédagogique départementale, qui nous a aidé à développer du coup des kits pédagogiques. Et enfin le gang des maîtresses, qui sont des maîtresses qui nous aident à sélectionner des audios, des ouvrages qui sont adaptés aux enfants de maternelle. Donc vraiment pour adapter les audios en fonction des âges. Donc comme vous avez compris, le Bookinou est vraiment un compagnon de lecture. Donc il fonctionne avec tous les livres et dans n'importe quelle langue. On peut vraiment utiliser n'importe quel livre qu'on a chez soi. On n'est pas obligé d'utiliser les livres avec qui on est en partenariat. Tout simplement, l'audio que vous allez enregistrer va être basculé sur la gommette et vous pourrez ensuite la réécouter. Et l'avantage, c'est que c'est sans écran et sans ondes lors de l'utilisation du Bookinou pour les enfants. Donc là, c'est une petite vue de notre application. Donc vous avez comme un mini studio d'enregistrement. Vous pouvez du coup vous enregistrer et ensuite ajouter différents sons donc, qui peuvent dynamiser la lecture, mais aussi donner des repères pour les enfants, par exemple tourner la page. Ensuite, on va transférer cette création sur le Bookinou et ensuite on va l'associer en fait à une gommette. Donc c'est pas une gommette classique, c'est un RFID qui va permettre la lecture par le Bookinou. Donc aujourd'hui on est très fiers puisque via l'application il y a plus de 500 000 histoires qui ont été enregistrées, donc aussi bien par des enseignants qui sont présents dans les écoles, mais aussi par des particuliers.
Donc voilà, on est assez fiers de ce chiffre-là et on espère qu'il va continuer à augmenter. Bien évidemment, en parallèle, on a une plateforme où on regroupe 300 livres audio, puisqu'on travaille en partenariat avec 30 éditeurs, dont les 400 coups. Et on a tout ça qui est en accès sur l'application gratuite et de bonne qualité, puisqu'on enregistre le tout avec des comédiens, pas de voix artificielle IA, et dans des studios d'enregistrement. Donc voilà, tout est accès libre sur l'application, et bien sûr les audios sont par contre payants vu qu'ils sont faits par les éditeurs. Au niveau des activités pédagogiques, donc elles ont été enregistrées par nous et elles ont été créées du coup avec Sabine Pienne, notre conseillère pédagogique départementale, et on a mis à disposition en fait tous ces guides et toutes ces activités pour permettre en fait aux enseignants d'avoir des clés en main lorsqu'ils commencent à utiliser le Bookinou en classe. Et ça leur permet aussi d'avoir des idées de création de contenu pour les adapter au mieux aux enfants. Donc ils sont assez diversifiés, ils vont répondre aussi bien à des problèmes, des résolutions de problèmes, du vocabulaire ou tout simplement avoir des recettes de cuisine. On a un chiffre il y a un chiffre important, c'est que 94% des enseignants recommandent le Bookinou dans les apprentissages. Ce qu'ils apprécient énormément, c'est la liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent créer leur contenu, les modifier et surtout, ils peuvent les adapter aux besoins de chaque enfant. Donc c'est ça qui fait qu'il est très apprécié dans les écoles. On a aussi un autre chiffre très intéressant, c'est que 87% des enseignants déclarent que les enfants ont plus de temps de lecture avec le Bookinou. Comme dit précédemment, plus on va permettre aux enfants de lire régulièrement et d'avoir accès aux livres, plus ils vont enrichir du coup leur vocabulaire, enrichir tout ce qui est compréhension et verbalisation. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est très apprécié dans les écoles, mais aussi par les particuliers. On a aussi mis en place donc, du coup, tout ce qui est continuité pédagogique. On sait qu'il y a des inégalités dans les foyers par rapport à l'accès aux livres, à la lecture. Et donc, grâce à la continuité pédagogique, en fait, notre petite bibliothèque nomade, le Bookinou est en classe la journée et le soir, il part dans les familles. Ça permet aussi aux parents de pouvoir créer des contenus et participer aux différents contenus pédagogiques qui sont mis en place en classe. Et ça permet aussi aux foyers d'avoir accès aux livres et à des contenus audio qui sont réalisés par les enseignants. Au niveau voici quelques chiffres. En fait, grâce à Bookinou dans les écoles, par an, on a 250 000 enfants qui ont accès à la lecture, donc qui ont accès à un Bookinou. Et nous, notre objectif, donc à terme, ce serait de dépasser les 1 million, puisqu'aujourd'hui, on est dans une école sur 10 en France. Voilà, donc on est assez content aussi de tout ça et on espère pouvoir continuer à progresser. Quelques mots du coup sur les opérations qu'on a mis en place donc, chez Bookinou. On a mis par exemple tout ce qui est le reconditionnement, on essaie de favoriser en France et de pouvoir ensuite faire des dons dans des associations ou des hôpitaux. Donc c'est des Bookinous reconditionnés. On a aussi créé le mouvement Passeurs de voix. Donc le but étant d'impliquer les parents à créer du contenu, les enseignants mais aussi les cycles 3, donc les enfants plus âgés, à créer du contenu pour être ensuite utilisé par les enfants plus petits. Et ensuite on a aussi, pendant les nuits de la lecture, 300 bibliothèques qui ont bénéficié d'un prêt sur 3 mois, et après elles pouvaient le conserver grâce aux nuits de la lecture d'un prêt de Bookinou. Donc là, c'est une petite photo pour vous remercier. Donc c'est une petite photo de notre équipe. Donc voilà, c'était pendant un team building. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, je vous laisse. Du coup, mes coordonnées, donc Kéline Rava et Vincent Günther, du coup, qui est le cofondateur. Merci beaucoup pour votre attention.